Donc, nous terminons ce matin notre séquence sur les associations familiales, on peut dire ça comme ça. Dans un premier temps, je dis pour le président Bulloir qui est arrivé maintenant, et nous avons entendu l'UNAF, voilà, qui a exposé une position majoritaire. Ensuite, nous avons entendu à l'instant les associations familiales laïques et CSF qui font partie de l'UNAF, qui sont minoritaires au sein de l'UNAF et qui ont une position favorable à la loi, je dirais, enfin, en gros. Et nous avons voulu, pour être tout à fait équivalent sur toutes les associations, entendre maintenant des associations qui, enfin, on va voir ce qu'elles vont nous dire, mais qui, a priori, ne sont peut-être pas tout à fait favorables au texte. Donc, nous avons l'association Famille de France, représentée par son président. Alors, ça commence par la fin. Bon, alors on va commencer par ici. Oui, c'est pas grave. Par son président, Monsieur Joyeux. Alors, son directeur général, Monsieur Vidor, et son secrétaire général, Monsieur Chrétien. Voilà. De toute façon, déjà deux, c'est pas mal, parce que l'autre ne pourra pas parler. Nous avons également la Confédération, alors les deux, oui, la Confédération nationale des associations familiales catholiques laïques, avec Monsieur Renard, son président, Madame Clotilde Brunetti, et voilà. Bon, c'est très bien. Peut-être un peu en retard. Bon, mais bon. Donc, je vous propose, nous avons 1 heure. Je vous propose de prendre la parole d'abord de façon comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, pour un exposé pas trop long, oui, parce qu'il y en aura 2, afin qu'ensuite les sénateurs qui sont là, les sénatrices et les sénateurs qui sont là, pardon, puissent peut-être vous poser des questions, interrogations, et qu'ensuite vous ayez le temps de répondre et peut-être de conclure votre prestation, si j'ose dire. Voilà. En vous remerciant d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Ces auditions sont des auditions publiques en principe, c'est-à-dire que c'est la commission des lois du Sénat qui a voulu procéder à ces auditions. Elles sont ouvertes à l'ensemble des sénateurs, pas seulement ceux de la commission des lois, à nos collaborateurs, assistants, collaborateurs de groupe, etc., et à la presse. En fait, la presse se réduit en général à Public Sénat, à la chaîne parlementaire. Voilà. Je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur, merci, messieurs les sénateurs, d'avoir bien voulu nous inviter et nous accueillir ce matin pour vous dire ce que nous pensons de ce projet de loi. Et je dis d'entrée de jeu que nous sommes très fermement hostiles à ce projet. Dès le départ, quand nous avons rencontré Madame Taubira, nous étions, pour tout vous dire, étonnés par la méthode. Fort justement d'avoir fêté les 100 ans des associations familiales catholiques sur le thème du mariage civil. Et il nous était apparu à cette époque-là, et c'était en 2001, qu'il n'y avait plus tout à fait un consensus dans le pays sur ce qu'est le mariage civil républicain. Et qu'avant quoi que ce soit, on aurait dû se poser la question sur quoi peut se faire ou se refaire ou s'améliorer le consensus sur le mariage civil républicain. Deuxièmement, se poser la question de savoir s'il y avait des raisons suffisantes pour institutionnaliser les unions entre personnes de même sexe, avant de savoir si le mariage était la bonne réponse à la question. Et de fait, il y a une vraie question, c'est une question nouvelle, elle est posée par les couples de personnes de même sexe, au titre de la discrimination, au titre de la protection des enfants. Comme on n'a pas suffisamment analysé cette affaire-là, mais qu'on a décidé d'entrée de jeu que le mariage serait la solution, on aboutit à une solution qui est bancale, qui est choquante et qui nous heurte au plus profond. Et ceci pour 2 types de raisons, 2 faisceaux de raisons majeures. Le premier, c'est que on entame de fait une partie de notre pacte républicain en modifiant le mariage, parce qu'il ne s'agit pas d'étendre le mariage aux couples de personnes de même sexe, mais réellement de changer la nature même du mariage, de sorte que nous n'aurons plus, tous ensemble, la possibilité de savoir de façon précise ce qu'est le mariage, auquel, pour autant, les jeunes aspirent en très grande majorité. Et donc, ce mariage dilué, c'est un peu la fin d'un pacte social dont pourtant nous avons tellement besoin pour l'avenir de notre pays. Le deuxième faisceau de raisons, c'est évidemment la responsabilité de la société à l'égard des enfants. Nous sommes assez stupéfaits de voir que par un enchaînement logique
Et en particulier, puisque l'adoption est liée au mariage, l'adoption plénière va conduire des enfants à être privés de la reconnaissance par la loi de leur père et de leur mère et de leur filiation. Et quand on pense que notre société fait des efforts énormes, parce que ça l'intéresse, pour essayer de comprendre quelle est l'origine du monde, alors comment peut-il se faire qu'elle autorise que ses propres enfants puissent un jour être coupés des conditions de leur naissance, qui sont le démarrage de leur origine à eux. Et donc ce projet de loi, finalement, puisqu'il répond mal à la question posée, pose beaucoup plus de questions qu'il n'en résout et conduit à une injustice. Mais d'ailleurs, on le savait dès le départ, puisque le principe qui soutenait l'argumentation des promoteurs du projet était que la raison majeure était une raison d'égalité. Or, c'est une fausse égalité. Une fausse égalité ne peut conduire qu'à une injustice. Et l'injustice, elle est évidemment à l'égard du plus faible, l'enfant, que jusqu'à maintenant, l'institution républicaine du mariage protégeait, puisque sa vocation, c'est de protéger le plus faible dans l'histoire, c'est l'enfant. Dès lors qu'on renonce à le protéger, on voit bien qu'il se crée une injustice entre les enfants, ceux des générations futures, qui sauront de façon sûre qu'ils sont nés de leur père et de leur mère, et puis les autres à qui on sera obligé de dire toi c'est plus compliqué, on n'en sait rien, mais la société un jour a décidé que tu pourrais t'en passer. Voilà les raisons de fond sur lesquelles Mme Brunetti va maintenant donner quelques précisions d'ordre juridique. Voilà les raisons de fond qui nous conduisent à dire que voilà, malheureusement on a cherché à résoudre un problème, mais on a forcé le destin pour trouver une solution par le biais du mariage. Ça n'est pas la bonne solution. Merci, Monsieur le Président, Madame. Merci, Madame, Messieurs les sénateurs. Alors, j'interviens à la demande de Monsieur le Président Renard, mais je vais m'exprimer en qualité de juriste, d'universitaire, directeur d'un centre de recherche international. Et voilà, donc ce sont des remarques exclusivement juridiques que je vais faire devant vous. Alors, ce projet de loi pose des règles générales qui touchent tout le monde, qui bouleversent tout notre droit des personnes et de la famille, en heurtant les droits de l'enfant et nos principes supérieurs. Voici l'axe de mon intervention. Alors, tout d'abord, le projet pose des règles générales qui touchent tout le monde et modifient en profondeur notre droit des personnes et de la famille. Le projet ouvrant le mariage aux personnes de même sexe repose, depuis le vote en commission qui a voulu éviter de supprimer père et mère dans plus de 90 articles du Code civil, repose sur l'introduction dans notre titre préliminaire du Code civil d'un article 6-1, donc tout en tête du Code civil, lequel prévoit que dans le livre des personnes, lorsqu'il est fait mention du père et de la mère, du mari et de la femme, il peut s'agir de deux hommes ou de deux femmes. Cette disposition est introduite dans le projet de loi dans un titre qui a trait aux dispositions générales relatives à l'application de la loi et aux effets de la loi. Article 6-1 nouveau, juste après l'article 6 du Code civil qui définit l'ordre public. Alors pourquoi ce texte? Il était apparent qu'il fallait supprimer père et mère au départ. On a voulu éviter de le rendre apparent, on a rendu ce texte. Pourquoi ce texte? Eh bien justement, parce que le projet de loi, par ses dispositions, supprime toutes les dispositions d'ordre public de notre ordre, de notre législation de la famille et des personnes. Le droit de la famille et le droit des personnes en général protègent depuis le droit romain l'enfant et les familles, en posant des règles qui sont en dehors du commerce. Cela signifie que des conventions privées, une décision individuelle, ne peuvent pas les écarter. Or, le projet de loi permet à une convention ou à une décision individuelle de mettre l'enfant dans le commerce. Autrement dit, de faire échec à une règle de l'ordre public familial.
La conséquence est que toutes nos règles ne peuvent plus être d'ordre public. On pourra mettre l'enfant dans le commerce à l'échelle générale. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir une règle d'ordre public dans un secteur et pas dans d'autres. Je vous explique. La loi permet l'adoption par deux personnes de même sexe. Elle institutionnalise la parenté à l'égard de deux personnes de même sexe en conséquence de l'ouverture du mariage à deux personnes de même sexe. En faisant cela, la loi donne effet soit à la décision de la mère qui a décidé de cacher à l'enfant l'identité de son père, soit la décision de la mère qui a choisi de se faire inséminer à l'étranger, ce qui pose là en outre un problème pour l'instant de fraude à la loi, sur lequel nous pourrions revenir. Autre possibilité, la loi donne effet à la convention conclue par la mère avec un homme de renoncer à sa paternité sur l'enfant. Dans tous les cas, la loi nouvelle donne effet juridique à une décision individuelle ou à une convention portant sur une règle, jusque-là, d'ordre public. Le projet de loi va encore plus loin lorsque l'adoption est plénière, mais cet effet est déjà produit par une adoption simple, puisque l'adoption plénière va interdire à l'enfant de rechercher sa filiation biologique. Deux femmes vont décider pour un enfant que celui-ci ne pourra jamais demander sa filiation biologique. Alors, ce sont des conséquences sur lesquelles il faut insister, que je pourrais étayer. Le projet de loi donc ouvre la parenté à l'égard de personnes de même sexe et par corrélation la parentalité, l'éducation. Dans ce cas, on permet à deux femmes, via la parenté, de donner, l'une va donner à l'autre des droits sur l'enfant, qui n'est pas son enfant, mais qui va devenir son enfant. Et elle aura des droits sur lui. On dit que c'est bien pour cet enfant que la compagne de la mère puisse éventuellement avoir à verser une pension alimentaire à l'enfant un jour ou l'autre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on donne des droits à cette femme sur l'enfant. Cette femme pourra exercer elle-même une pension alimentaire contre l'enfant. Cette femme pourra donner des directives dans l'éducation de l'enfant. Elle a des droits sur l'enfant, elle pourrait même obtenir la résidence de l'enfant en cas de séparation. Et même le droit des successions. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte, avec ce projet de loi, vous allez faire que la vocation successorale de l'enfant sera réduite par le mariage avec la compagne de la mère. Alors, pour l'instant, je vous parle de couples de femmes, car en l'état du projet, ce sont surtout des couples de femmes qui sont concernés. Mais cela pourrait être aussi des couples d'hommes, surtout si l'on fait produire toutes ces conséquences juridiques à la fameuse circulaire, dont nous pourrons parler après, qui atténue les effets juridiques de la GPA réalisée à l'étranger. À ce moment-là, ce que je viens de vous dire pourrait tout à fait être transposé en l'état du droit, puisque la circulaire ne sera pas retirée, à l'égard d'un couple de deux hommes. Donc, on supprime le caractère d'ordre public de toutes nos règles de droit de la famille et des personnes. Alors même le nom, hein, c'est le droit du nom en général qui est modifié. Le législateur n'a peur de rien. C'est la raison pour laquelle les éditeurs juridiques croulent sous les articles, tout, c'est la quasi-unanimité des juristes qui sont affligés par ce texte. Demandez à M. Hauser, à Mme de Quever-Desfossés, à tous les grands ce qu'ils en pensent de ce texte. Ils vous diront la même chose que moi, puisque nous écrivons ensemble pour essayer. Non, mais en ce moment, on est tous en train d'écrire. Quand je dis ensemble, on ne fait pas des articles communs, hein, pardon. En ce moment, on est tous en train d'écrire, c'est incroyable, on est mobilisés. On dit on ne peut pas faire ça. Alors, et deuxième point du propos, les droits de l'enfant. Donc ce projet heurte
la protection de l'enfant et les droits de l'enfant et nos principes fondamentaux. Il y a un principe fondamental de notre droit, rappelé encore le 7 juin 2012 par la Cour de cassation, selon lequel un enfant ne peut pas être inscrit à l'état civil comme né de 2 parents de même sexe. C'est un principe essentiel de notre droit. L'essentialité, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, souligne l'intemporalité. Et enfin, ce texte atteint les droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant, l'article 7-1, le droit de connaître ses origines, le droit d'être élevé par ses parents, qui est d'application immédiate et sur laquelle la Cour de cassation exerce un contrôle de conventionnalité. Bon, je suis prête ensuite à répondre à vos questions. Pardonnez-moi, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. À passer la parole à... J'ai bien suivi votre raisonnement, bon, qui soutient votre thèse, puisque les juristes, ils savent ce qu'ils pensent, et puis après, ils mettent des arguments avant. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes magistrat, on rédige des jugements comme ça. Mais ce que vous dites sur, par exemple, la succession et tout, ça vaut aussi pour les couples hétérosexuels, peut-être malheureusement, lorsqu'il y a un beau-parent. Lorsqu'il y a recomposition familiale. Voilà, lorsqu'il y a recomposition. Non, donc ce n'est pas exclusivement pour ces nouveaux couples. Comment? Si, parce que l'on institue une parenté. Si. On institue une parenté par l'adoption. Donc, et on réduit la vocation successorale. Comment est acceptable, mais il faudra l'étendre alors à d'autres. Voilà. Enfin bon, ceci dit, nous entendrons M. Auder et d'autres, M. Nérin, Mme Millet, je crois, qui sont peut-être pas furieusement contre, mais pas furieusement pour. Alors, on passe peut-être... Aucun n'est pour. Hein? Oui, bon. Non, mais franchement, aucun n'est pour. Oui, je les compte sur les doigts de mes deux mains, les juristes qui sont pour. Et... Mais on va les entendre, justement. Bah. Alors, on est aux Famille de France, c'est ça, hein? Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler. Alors, ça va être le secrétaire général d'abord, Monsieur le Président. Allons-y. Donc, Monsieur le Président, merci. Madame et Messieurs les sénateurs, nous tenions à vous remercier pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. Je voudrais rappeler simplement que le mouvement Famille de France, d'abord, est un mouvement familial libre de tout lien politique, syndicaux et confessionnels et qu'il représente environ 70 à 80 000 familles selon les années. Nos familles sont constituées d'environ 4 personnes, donc une représentativité de 300 000 personnes sur le territoire. Un mouvement important au sein de l'UNAF. Bien sûr, dès que le candidat Hollande a présenté la proposition 31, nous nous y sommes intéressés, bien sûr. Par contre, nous estimons que c'est une proposition qui n'a jamais fait l'objet d'un débat national lors de la présidentielle ou lors des législatives. Ce projet, il était dans l'ensemble des projets du président et nous n'en avons jamais entendu parler plus que ça. Alors évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse d'une part et qui nous préoccupe d'autre part. Le mariage de couples de même sexe et la possibilité d'adopter des enfants, ce ne sont pas des sujets anodins qu'on peut traiter en catimini, même si en fait, ils ne touchent qu'une partie de la population relativement faible. On pense qu'environ 1% de la population est concernée. Donc c'est quelque chose c'est une proposition qui doit être réfléchie et qui nous semble devoir être discutée par l'ensemble des citoyens dans un débat national. Actuellement, les familles, dans le processus qui nous est offert, se trouveraient obligées d'accepter une proposition de loi qui manifestement les inquiète. On voit bien les réactions des uns et des autres. Donc une proposition de loi qui serait dans vos mains uniquement. Et on se permet de penser que les décisions que vous pourriez prendre pourraient être orientées par les consignes de vote de vos partis. Et le mouvement familial, d'ailleurs, est lui-même divisé dans ses positions. Je pense que vous avez entendu des collègues juste avant nous qui ne vous ont pas dit la même chose. Donc notre volonté à nous, c'est d'avoir un débat national très large. On est bien conscient que dans ce projet de loi, il y a des arguments qui sont intéressants à écouter, à discuter.
Nous avons, nous aussi, un certain nombre d'arguments à mettre en face et je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions juste après ma petite présentation pour en savoir un peu plus. Donc vous voyez que nous estimons, Madame et Messieurs les sénateurs, que c'est un débat très large qui est nécessaire autour de ce projet. En fait, notre préoccupation majeure, c'est de savoir si le droit des enfants, qui ne peuvent malheureusement pas s'exprimer dans ce débat, est secondaire par rapport aux désirs et aux devoirs des adultes. Donc ce que nous demandons, Famille de France vous demande à vous, messieurs, madame et messieurs les sénateurs, d'agir auprès du président de la République, qui est le seul décideur en la matière pour qu'un référendum soit organisé, bien d'agir auprès de lui pour qu'il organise ce référendum. Nous aimerions que les 3 questions suivantes soient évoquées. La première, c'est êtes-vous pour ou contre le mariage des personnes, des couples de même sexe? La deuxième, êtes-vous pour ou contre l'adoption d'enfants par les couples de même sexe? Et la troisième, êtes-vous pour ou contre la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe? Voilà notre position pour l'instant au sein de nos instances fédérales, qu'elles soient nationales, départementales ou locales. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Widor. On va peut-être donner la parole au sénateur. Je voudrais vous dire un mot pour vous rassurer, enfin, un tout petit peu, Monsieur Chrétien. pas complètement, sûrement. C'est que, certes, au Sénat comme ailleurs, nous appartenons tous, sauf quelques individualités et encore, à des formations politiques. C'est vrai que ces formations politiques prennent un certain nombre de positions. C'est vrai que le mandat impératif est nul et que je pense qu'au Sénat, plus qu'à l'Assemblée nationale peut-être, ça se vérifiera et que nous aurons des voix discordantes au sein de blocs, je dirais, qui majoritairement sont pour ou contre. Voilà. Après, quel sera le résultat global, je n'en sais rien. Si plutôt je le sais, puisque l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Voilà, mais je dois dire qu'au Sénat, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons voulu que ces auditions soient tout à fait pluralistes, si j'ose dire. Voilà, et d'ailleurs. Alors, mesdames, messieurs, alors, je voulais pas. Enfin, on peut avoir un débat sur le référendum. Je ne pense pas que c'est le lieu aujourd'hui. Nous allons discuter prochainement d'une proposition de loi déposée par le groupe UMP dans sa niche sur l'application de l'article 11 de la Constitution, nouveau, après la réforme de 2008, qui aurait pu permettre le je suis encore plus plus ouvert que M. Yes. Bon, qui aurait pu permettre le référendum pour des questions de société, mais nous remarquons qu'à ce moment-ci, de 2008 à 2012, la majorité qui avait voté la réforme constitutionnelle, le gouvernement plutôt, n'a pas proposé de loi organique pour appliquer cet article 11. Et que donc aujourd'hui, toute revendication de référendum sur cette question est impossible. Tout le monde le sait. Je m'étonne d'ailleurs, je ne veux pas personnaliser ici, mais qu'un parlementaire aussi au courant que M. Guéhenno puisse encore parler de ça. Bon, voilà. Alors ensuite, quand le texte proposé par la niche UMP sera voté, et il le sera ici, il le sera, on va voir comment, avec quels amendements, il le sera. Bon, à ce moment-là, je pense qu'il y aura une possibilité de référendum pour des questions plus larges que les questions institutionnelles, ce qui est aujourd'hui prévu qui était prévu dans la Constitution de 58. Voilà. Le débat a déjà eu lieu d'ailleurs, rappelez-vous. Enfin, vous êtes à peu près, oui, à peu près comme moi là, au moment de l'école, du débat sur l'école, voilà, où finalement un astucieux ex-socialiste proche de l'Élysée avait eu l'idée comme ça d'un référendum pour faire, comme il a l'habitude de le faire, un peu de fumée. Évidemment, tout ceci est tombé à l'eau puisque ce n'était pas possible. Alors, ça le sera peut-être demain. Et peut-être que demain, il y aura des demandes de référendum. Voilà, je voulais dire ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr que personnellement, je pense qu'on peut consulter le peuple à certains moments. Il faut quand même constater, mais je ne veux pas en dire plus parce que ce débat viendra là-dessus, c'est un autre débat, mais je voudrais quand même constater que chaque fois que le président de la République et le Premier ministre, enfin, sur proposition du Premier ministre, a fait un référendum, ce référendum a tourné
est-ce qu'on est pour ou contre le président de la République ou le gouvernement. Voilà. Hein, bon, rappelez-vous, plus ou moins. Bon, plus ou moins. Et que s'il y a en France et ailleurs des démocraties représentatives, c'est peut-être pour éviter ce genre de travers. Rappelez-vous, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, où on pouvait tous être d'accord, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, et finalement, tout le monde, on a voté contre majoritairement, parce qu'on voulait dire à Sarkozy, voilà, bon, voilà, c'est tout. Bon. Donc, mais alors, voilà, mais bon, mais je m'arrête là, parce que c'est un autre débat. Ah oui, c'était sur la Corse, peut-être, oui. Si, il y en a eu un, mais qui était positif sur la Nouvelle-Calédonie. 15 ans, 15 ans. Enfin, bon. Par contre, alors, peut-être qu'y a-t-il, je m'excuse d'avoir... Madame Meunier, Madame Bonnefoy, Monsieur Yest. Alors, Madame Meunier, Monsieur Yest, Madame Bonnefoy. On va intercaler. Donc ma question concerne peut-être plus particulièrement l'association familiale catholique, mais peut-être que Famille de France peut aussi apporter sa réponse. Donc vous avez une position très tranchée et que l'on connaît, mais parmi les familles qui sont d'obédience chrétienne, on connaît aussi des personnes qui ont une orientation sexuelle avérés, et donc ils vivent leur homosexualité avec la religion qui est la leur. Donc je voulais savoir, et donc parmi ces personnes-là, il y en a aussi qui sont père et mère ou qui font famille à leur manière, et ils vivent leur vie de famille catholique. Et je voulais savoir de quelle manière vous les intégrez dans votre mouvement, s'il y en a qui appartiennent à votre association, à vos associations, et comment vous pouvez les considérer à part entière dans notre société. Alors, Jean-Jacques Yest. Monsieur le Président, tout d'abord, si on ne fait pas de référendum, c'est les sondages qui font la loi. Hein. C'est pas mieux. Hein, avec les évolutions, d'ailleurs on le voit bien, quand même l'évolution, c'est que je crois qu'il n'y a plus personne, il y a peut-être, mais personne ne le dit, tout le monde est plutôt favorable à une union civile. Alors, parce que si ces mariages, ça entraîne effectivement l'union civile, n'a pas les mêmes, et d'ailleurs, on cite le cas de l'Allemagne, on pourrait citer un autre cas, c'est celui du Portugal, qui n'a pas... Le débat sur l'adoption reste ouvert, mais ils ont voté l'union civile, et ensuite ils disent, bon, bah, écoutez, on verra pour l'adoption. Et d'ailleurs, quand on fait les comparaisons européennes, qui sont quand même intéressantes, puisque ceux qui les j'ai faire dans d'autres pays, mais ils n'ont pas non plus les mêmes traditions. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des traditions de droit romain, je pense que le Portugal, l'Espagne ont des traditions de droit romain, les Anglais, c'est autre chose. Bon, ça, de toute façon, bon. Alors, moi, j'ai posé déjà la question, c'est, et vous l'avez évoqué, c'est la Cour de cassation. Le jour où on change la loi, elle ne pourra plus avoir la même jurisprudence. Parce que si on dit, il y a une jurisprudence aujourd'hui, si la loi change, bah, la jurisprudence ne pourra plus s'appliquer. Oui. Attendez, voilà. Sauf contrôle de conventionnalité, que la Cour de cassation s'arroge souvent. Et après tout, elle a le droit. Hein, bon, là, c'est là où il va y avoir un problème, peut-être. Absolument. Alors voilà, vous mettez le doigt sur l'essentiel. Ah, pardon. Non, mais c'est ça, c'est la question. Est-ce que changer la loi qui ne serait pas conforme à un engagement international de la France n'aurait pas des conséquences? Ça serait à moins que la Cour de cassation dise oh, maintenant on a changé notre jurisprudence, mais ça risque de poser des problèmes sur un certain nombre de conséquences de la loi. Un certain nombre de problèmes sur les conséquences de la loi. Pas sur la loi elle-même, mais sur les conséquences de la loi. Bon, je vous demanderai un petit effort, c'est de noter les questions, parce que sinon, on ne voudrait pas dépasser quand même 12h30 pour avoir le temps de déjeuner et de retourner en séance après. Madame Bonnefoy, Monsieur Détré. Oui, Madame, vous avez beaucoup parlé d'atteinte à l'ordre public
du mariage pour donc les personnes du même sexe. Je voudrais vous rappeler que des couples homosexuels existent déjà, que ces couples élèvent déjà des enfants, donc, alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc est-ce que vous considérez que les couples tels qu'ils existent aujourd'hui portent une atteinte à l'ordre public ? Oui, ma question s'adresse au président Renard. Vous avez, je crois que j'ai une notable... Gardez votre calme. Surtout, monsieur le ministre. Voilà, je crois... Vas-y, c'est des traits. Oui, merci. Oui, vous avez dit, monsieur le président, je crois que j'ai noté fidèlement votre phrase, on entame une partie du pacte républicain. C'est une phrase forte. Aujourd'hui, on a sans doute de l'ordre de 20% des enfants qui ne vivent pas dans la famille traditionnelle d'un couple marié. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des familles où il n'y a plus qu'un parent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés hors mariage. Et même la majorité maintenant des enfants naissent hors mariage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mariage ensuite, mais enfin bon. On est aujourd'hui dans une société qui est déjà, sous beaucoup d'aspects, dont on pourrait dire qu'elle ne correspond plus au pacte républicain traditionnel. Alors, il y a aujourd'hui des couples homosexuels de fait, il y a aujourd'hui des enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels de fait, sinon de droit. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi donc cette réforme entamerait une partie du pacte républicain? Est-ce que c'est par l'instauration du mariage ou est-ce que c'est par les conséquences qu'on suppose venir après vis-à-vis des enfants? Monsieur Revet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que, en fait, il y a deux points importants qui interpellent un certain nombre de nos concitoyens. C'est la notion de mariage et ensuite les conséquences pour les enfants. Ce sont bien les deux points importants. Bon, tout le monde est d'accord pour considérer que l'homosexualité existe depuis toujours et qu'il y a des couples, c'est vrai, qui sont femmes, hommes, qui existent et qui sont dans les situations que vous dites. Mais pour avoir reçu les uns les autres, par-delà les auditions, des responsables de toutes qui nous demandent à nous rencontrer pour nous faire part de leur point de vue, on a bien compris que pour comment dirais-je, les couples hommes ou les couples femmes, leur priorité, c'est pas la notion de mariage. Il suffit de voir que, je crois que pour le Pacs, il y a eu 4%, je crois, de couples homosexuels qui sont pacsés. Donc c'est pas ça leur préoccupation première. Et moi, ils l'ont dit, nous, le mariage, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que le Pacs n'est pas suffisant et mériterait des améliorations pour tenir compte de nos situations. Et je crois que là encore, je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais ça nous paraît légitime et normal. Alors, quelles pourraient être les dispositions qui pourraient être prises pour effectivement améliorer le Pacs, quitte à l'appeler autrement d'ailleurs, sans parler de notion de mariage qui choque. Et il suffit de prendre le dictionnaire. Dictionnaire, c'est le mariage, c'est un homme, une femme. Pour procréer, c'est pas autre chose. Or, deux hommes ensemble ne peuvent pas procréer, deux femmes ensemble ne peuvent pas procréer, c'est clair. Il faut des interventions extérieures. Donc, c'est un aspect, moi, que je souhaiterais, sur lequel on puisse réfléchir. Merci, mon cher collègue. D'autres, non? Donc, on peut donner la parole, on a encore un peu de temps, dans l'ordre que vous voulez, comme vous voulez. On va commencer par l'autre bout, puisque vous n'avez pas encore parlé. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre accueil. J'aimerais répondre à plusieurs de vos questions par rapport à ce projet de loi et cette question de qu'est-ce qui fait famille. On l'entend bien, Madame disait, deux personnes de même sexe aujourd'hui vivant ensemble font famille.
Oui, donc aujourd'hui, le mariage n'est plus l'accréditation pour faire famille. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'ont pas besoin du mariage, on le voit bien, hein, pour faire famille. En revanche, alors c'est bien là le point important, et c'est qui remonte de notre réseau, c'est que, comme vous le disiez, monsieur le sénateur, il y a un large consensus, hein, les sondages le montrent bien, et puis c'est une évidence, pour une union civile pour des personnes de même sexe. Élargir, ou même donner exactement les mêmes droits que dans le cas du mariage. En revanche, ce qui ressort, et tous les sondages le montrent, c'est qu'il y a une majorité de nos concitoyens qui sont très inquiets quant à l'adoption et quant à la PMA, voire la GPA, voire toutes les dérives que nous pourrons voir ensuite. Et donc le problème, c'est pas le mariage en tant que mariage. Ça n'intéresse qu'1% des personnes sur notre territoire, et encore. Mais c'est parce que le mariage en France ouvre les droits à l'adoption. C'est-à-dire que ça va complètement changer notre rapport à l'enfantement. Demain, ce n'est plus les droits de l'enfant, ce n'est plus l'intérêt de l'enfant, mais qu'est-ce qui va primer? Automatiquement, vous ouvrez la boîte de Pandore et vous allez dire à deux personnes qui s'aiment, et ça c'est tout à fait légitime, deux personnes de même sexe, vous allez leur dire, vous êtes, eh bien, au niveau, puisque c'est l'égalité, pour le principe d'égalité, vous avez le droit d'avoir des enfants comme des couples, comme la nature peut le permettre entre des couples de personnes de sexe différents. Ce qui fait que vous allez complètement introduire un biais, et là on arrive dans quelque chose d'assez dramatique, un biais dans notre pacte républicain, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez avoir des couples lesbiens ou des couples gays qui vont dire « j'ai droit à un enfant ». Et donc on ouvre la marchandisation du corps de la femme, on ouvre bien entendu la PMA, et on ouvre toutes les prochaines avancées de la médecine qui nous permettront demain d'avoir, pourquoi pas, on le voit bien, je crois que c'est déjà fait, les greffes d'utérus chez l'homme, etc. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'enfant comme intérêt, on va pouvoir même marchandiser et acheter ou vendre un enfant comme ça se fait aujourd'hui avec certains pays européens. Alors ensuite, on peut donner la parole à Madame Brunetti. Oui. Puis à M. Renard, et puis si vous le permettez, on permettra aux retardataires de terminer. Voilà. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées à peu près dans l'ordre. Et les deux questions, la première sur ma gauche, en fait, se rejoignent. Alors, les couples de personnes de même sexe, aujourd'hui, ne heurtent pas l'ordre public, puisque on heurte l'ordre public lorsque une convention devient possible en violant des principes fondamentaux. La convention par laquelle deux femmes vont dire à l'enfant « ben non, tu ne peux pas demander ta filiation paternelle ». Aujourd'hui, dans un couple de femmes, l'enfant peut exercer une action en recherche de paternité. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, on ne le prive pas de son père. Alors qu'avec le projet, on interdit à l'enfant l'action en recherche de paternité. C'est la conséquence de l'adoption. C'est la conséquence de l'adoption. Elle est irrévocable, donc c'est la conséquence de l'adoption. Donc voilà, ça, de ce point de vue, c'est en cela qu'il y a une atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire que les conventions et les décisions individuelles deviennent possibles avec pour objet l'enfant, et on en arrive donc à la marchandisation de l'enfant. On prive définitivement l'enfant de sa filiation soit paternelle, soit maternelle. Irrévocable. L'adoption ne peut laisser place... Je vois des... Bon. L'adoption ne... a raison. Lorsqu'on est adopté, on ne peut pas faire une recherche de paternité, puisque le père, c'est le père adoptif. Voilà. Par contre, ça n'interdit pas d'avoir accès à ses origines. Mais ça interdit la filiation, l'action recherche de paternité. Oui, mais ça n'interdit pas d'avoir accès à ses origines. Voilà. Mais c'est difficile quand même, les origines. Et puis c'est autre chose. Voilà. Et là, c'est autre chose. Là, je vous parle de l'interdiction pour l'enfant de rechercher sa filiation biologique. J'ai vu des... Non. Mais la PMA n'est pas autorisée pour l'instant. Bien sûr que si, pour les couples stériles ou... Oui, mais pas par deux femmes. Non, mais moi je vous parle de ce qui existe aujourd'hui. Bah oui, moi je ne vous parle que de ce qui existe aujourd'hui par rapport au projet. Par rapport au projet. Pour l'instant, il n'y a pas de PMA pour des couples de femmes. Mais ça existe pour les couples infertiles. Voilà. Ah oui, ça existe absolument. Bien sûr, c'est la réalité. Mais il n'y a pas d'adoption derrière.
C'est, enfin, là, je réponds ensuite. Non, il n'y a pas d'adoption derrière, mais bon, on ne va pas discuter. Bah, c'est mais quand même c'est vrai des que dans la familles, vous vous PMA, rendez compte c'est de la ce que raison vous pour dites, laquelle, à titre personnel, j'étais très réticent sur la PMA avec terre d'honneur. Parce qu'on a interdit à l'enfant de connaître son père biologique. Oui, alors ça justement c'est très discuté, mais c'est encore Donc, un autre sujet. Voilà, c'est vrai, je préfère pas entrer là-dessus, mais voilà, donc c'est important de ne pas fermer à l'enfant sa filiation biologique. Pour répondre donc à la question là, très judicieuse de monsieur tout à l'heure, en effet, la Cour de cassation, elle reconnaît des principes d'ordre public et essentiels. Le caractère essentiel dans la formule de la Cour de cassation montre justement qu'elle souligne l'intemporalité. Dans la hiérarchie des normes, ces principes habituellement sont au-dessus de la loi. Simplement, le juge doit appliquer la loi. Il a le devoir d'appliquer la loi. Il ne pourrait faire prévaloir ces principes que s'ils sont assis sur un texte international, ce qui est le cas avec la Convention des droits de l'enfant. Et à ce moment-là, en exerçant son contrôle de conventionnalité, la Cour de cassation pourrait refuser les adoptions. Donc là, il y a vraiment un risque que la Cour de cassation, en exerçant un contrôle de conventionnalité, refuse l'application de cette loi. Ben, ça sera au cas par cas, et ça sera sur le fondement donc, des principes supérieurs d'ordre public du droit français qui sont rappelés. Je voudrais faire observer ici que jamais... Le Conseil constitutionnel. Et alors, indépendamment du Conseil constitutionnel... Le Conseil... travail pour le Conseil constitutionnel. Oui. Mais alors, le Conseil constitutionnel... il donnerait la qualification de principes fondamentaux. Et à ce moment-là, cela permettrait le contrôle de constitutionnalité. Mais le Conseil n'exerce pas de contrôle de conventionnalité. Ça, c'est juste la Cour de cassation. C'est un risque. Alors quand même, ce que je voudrais faire observer ici, c'est que le législateur n'a jamais jusqu'à présent heurté ces principes fondamentaux. Il n'a jamais remis en cause ces principes fondamentaux qui remontent à la nuit des temps. Il les a toujours respectés. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, ils ont encore une formulation latine. Donc là, ça serait une grande première. Là, nous attendons, hein, évidemment, la première fois que le législateur oserait toucher à ces principes. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir quelles seront les conséquences, on va voir ce que fera la Cour de cassation, mais la Cour de cassation, je pense que si elle a rendu le 22 janvier 2013 un arrêt, elle a rendu le 22 janvier 2013 un arrêt qui dit que les droits de l'enfant ont rang constitutionnel. Je vous résume. Le 22 janvier 2013, la Cour de cassation a dit ça. Et elle a voulu absolument que l'arrêt soit publié, parce qu'elle est en train de dire aux législateurs, attention, moi les principes supérieurs, je les défendrai. Je pense que c'est le message qu'elle a adressé. Voilà, donc ça c'est un arrêt vraiment intéressant. Et voilà, je me tiens à votre disposition pour toute autre question. Peut-être par rapport aux questions qui m'étaient posées là, je voudrais vous dire que l'article 6-1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, il consacre la théorie du genre. Est-ce que la théorie du genre, je voudrais la résumer parce que j'ai travaillé dessus pendant 10 ans. Ce sont des féministes extrémistes dont la figure de Proulx et Judith Butler. L'idée, c'est que lorsque des enfants naissent, ils sont inégaux par nature, puisque le garçon a un sexe qui le pousse à la domination de la femme. Et parce que son sexe le pousse à la domination de la femme, il faut supprimer les conséquences sociales et juridiques du sexe masculin pour en arriver à l'égalité. C'est ça la théorie du gender. Et en ce qui me concerne, je crois quand même que c'est une théorie qui fait peur. Elle entre dans notre Code civil à l'article 6-1, avec le projet de loi. Merci pour votre attention. Merci. Alors, on va terminer. Je voudrais simplement dire, Madame Brunetti, alors, on peut... c'est bien ou c'est mal, mais pour ma part, la loi qui a le plus mis en cause les principes généraux, etc., c'est la loi sur la filiation. Bon. Puisque on permet à un homme marié de reconnaître des enfants nés en mariage, même s'ils sont incestueux. Même s'ils sont incestueux. Donc, ça allait très loin. Eh oui. Quelle loi, pardon? La loi sur la filiation. La loi de l'ordonnance de 2005? Non, avant, non, la loi de 1972. Oui, voilà, oui. 1972. Ah, le doyen Carbonnier n'a pas fait ça, non? Ben, le doyen Carbonnier a écrit une loi qui permet à l'homme marié qui a des enfants hors mariage de les reconnaître. Oui, et s'ils sont incestueux, qui le saura?
Bon, voilà. Bon. Sans l'accord de la femme mariée, sans l'accord de l'épouse, et ces enfants viennent dans l'ordre successoral à égalité avec les enfants dits légitimes. Oui, alors ça, c'est une loi de 2001. Donc, bon, voilà, mais c'est pour vous dire que déjà... Oui, mais... Donc, je trouve que ce qu'on fait maintenant, j'allais dire, de votre point de vue, c'est pas pire. Non, mais bon, je vais pas on ne touchait pas au principe supérieur à ce point-là. Et... Oui, peut-être. Bon, Monsieur le Président, excusez-moi. Et c'était toujours par voie d'exception. Alors que là, on en fait une générale. Bon, Monsieur Renard, et puis peut-être que... Oui, Monsieur Mancienne. Monsieur Mancienne pourra conclure, nous permettre de terminer. Quelques mots pour répondre à votre question, Madame, sur les chrétiens homosexuels. Mais d'abord pour vous préciser que les associations familiales catholiques, ce sont les associations qui sont catholiques, pas les familles. Ça veut dire que cet affichage catholique signifie pour nous que nous disons à tout le monde que la source de notre inspiration, c'est l'enseignement social et familial de l'Église catholique. Ça ne fait pas de nous un mouvement confessionnel, ça ne fait pas de nous un mouvement pastoral, ça ne fait pas de nous un mouvement de spiritualité, etc. Et naturellement, il est ouvert à tout le monde. Donc quiconque s'intéresse à ce qu'on peut proposer à l'ensemble de la société en s'inspirant de cet enseignement-là, qui a sa cohérence, sa totalité, son histoire, sa réflexion, etc., son anthropologie et son humanisme, quiconque est bienvenu à rentrer dans les associations familiales. Simplement, encore aujourd'hui, la règle sur les associations familiales membres de l'UNAF, c'est que ce sont des familles qui adhèrent. Et aujourd'hui, la famille, elle est encore définie comme père, mère, enfant. Je ne peux pas vous dire s'il y a des gens qui ont essayé d'adhérer. Je ne vois pas de raison majeure de le leur refuser. En tout cas, ce n'est pas notre propos. On ne se substitue pas à l'Église pour décider la façon dont les personnes homosexuelles sont accueillies. Voilà. Je voulais cette petite précision. Maintenant, vous savez bien qu'en effet... l'Église réfléchit à cette question qui lui pose une vraie question, que le cardinal Paglia a tenu des propos qui ouvrent des voies intéressantes avant-hier. Mais ça, c'est une réflexion qui se fait en Église et nous ne sommes pas l'Église. Voilà. Bon, sur les questions d'ordre public, il a été répondu très savamment, je ne vais pas en rajouter. Par contre, je vais essayer de répondre à la question de M. Détresse sur ce que j'ai dit, en effet, d'un peu fort, en matière de rupture de pacte républicain. Vous dites à juste titre que une majorité d'enfants maintenant nés hors mariage, que donc le mariage n'est de fait plus la loi tout à fait commune. Et vous posez la question de savoir si cette affirmation d'une rupture d'un pacte républicain tient au mariage ou à ses conséquences. Eh bien, je vais vous dire... honnêtement, les deux. Parce que le pacte républicain, il part d'abord de se mettre d'accord sur les mots et sur ce que sont les choses, et notamment ce que sont les institutions. C'est quand même Solzhenitsyn qui a invité les Français à retrouver l'usage de leur dictionnaire. Et quand le mariage devient autre chose que ce que tout le monde croit, c'est une partie de notre langage, et donc évidemment de notre pacte républicain qui est entamé. D'ailleurs, je crois que le député martiniquais, M. Azero, l'a dit encore beaucoup mieux que moi. Les Martiniquais s'inquiètent d'une rupture du pacte républicain qui pourrait les conduire à quitter la République. C'est quand même d'une gravité énorme ce qui a été dit là. Et donc, en effet, c'est bien sur... cette compréhension commune de ce qu'est le mariage, institution républicaine qui protège le plus faible. En deux mots, le mariage, c'est un état de vie comme un autre. Chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier, mais personne n'est libre de dire ce qu'est le mariage. Et ce qui m'inquiète, et en effet conduit à dire que c'est une rupture du pacte républicain, c'est qu'on ne mettra plus les mêmes choses sous les mêmes mots. Et ça, naturellement, c'est un des éléments de notre pacte. Les gens qui ne sont pas mariés savent très bien que ceux qui sont mariés le sont, et ils savent ce que ça signifie que de l'être. Donc il y a une compréhension commune. Et là, on installe du brouillard. Donc c'est la première raison. C'est naturellement pas forcément la plus grave. La plus grave, c'est bien, en effet, la façon dont la société accueille l'enfant. Et ça veut dire qu'on accueille un enfant, soit dans la reconnaissance de la fécondité de l'union sexuée, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde sexué, et je considère, moi, que c'est un pacte pas seulement républicain, c'est le pacte de l'humanité depuis toujours. La relation, l'union sexuée, l'organisation du monde sexué, elle est dans l'ADN de l'humanité, elle est là bien avant que n'importe qui y pense. Et le mariage, contrairement à ce que dit d'ailleurs
l'exposé des motifs n'est pas une invention des religions. Le mariage précède tout, il précède même les religions, parce qu'il est cette capacité d'accueillir un enfant dans un monde sexué. Le jour où on dit on peut accueillir un enfant, et peu importe que le monde soit sexué ou non, eh bien, on fait un pari sur son évolution personnelle, dont la gravité me paraît suffisamment grande pour dire c'est en effet quelque chose sur quoi tous les Français étaient d'accord, qui ne serait plus. Vous avez fort justement posé la question de savoir comment on pouvait faire. C'est vrai que moi je m'interroge, c'est pas mon métier de faire de la politique, donc je ne sais pas comment on modifie ou on fait évoluer nos institutions. Je pense aussi que le référendum, contrairement à nos collègues, ne serait pas une bonne idée, parce que le référendum conduit à un affrontement, alors qu'il nous faut retrouver un consensus. Donc c'est probablement pas la même, d'autant plus que dans un référendum, comme vous l'avez fort justement dit, on méthode autre chose qui n'ont rien à voir avec le sujet précis, et on recherche un affrontement, c'est-à-dire qu'on cherche à faire gagner un camp contre l'autre. Or, dans une institution républicaine qui protège le plus faible, nous devons plutôt chercher un consensus. Quelle est la bonne façon de le faire? Eh bien, messieurs les sénateurs, je compte beaucoup, vous l'avez dit, vous avez votre liberté, parce que moi, pour tout vous dire, j'ai essayé de comprendre comment a été vécue cette règle de discipline qui est proposée. La discipline, pour moi, c'est une certaine valeur, on est fidèle à son camp. J'ai été étonné de voir la réaction, le trouble qui était parmi les députés socialistes. Et donc, j'ai regardé les statuts du Parti socialiste, qui disent dans l'article 5.4.3 qu'en toutes circonstances, les élus respectent les instructions et la tactique du parti. Je trouve que c'est très choquant sur un sujet d'une telle gravité. Et donc j'espère beaucoup que vos libertés de conscience, comme vous l'avez dit, vont s'exprimer et prendre le relais des Français, dont on voit bien qu'ils sont confus sur le sujet, puisqu'encore aujourd'hui et de façon récurrente, les sondages montrent que 60% sont favorables au mariage entre personnes de même sexe et que 60% sont contre l'adoption par les personnes de même sexe. Or, la loi ne permet pas de distinguer les deux. Donc les Français disent clairement, les institutions d'aujourd'hui ne conviennent plus bien, c'est le moment de refaire un consensus là-dessus. La manière de la faire, je ne la connais pas, mais c'est le rôle des politiques de la trouver, je crois. Merci. Je m'excuse parce que je donnerai à la fin la parole à la famille de France, quand même. Bon, j'irai. Parfait. Ben, écoutez, Monsieur le Président, merci infiniment et excusez mon retard, ce qui fait que je prends un peu le débat en marche et je ne me lancerai pas dans toutes les arguments du Code civil qui sont extrêmement compliqués. Permettez-moi simplement de parler comme maire. Ça fait 30 ans que je suis maire et donc, je ne le suis plus depuis 10 jours, mais qui a quand même une certaine expérience et je crois que je ne suis pas tout seul et que je suis frappé de voir l'inquiétude des gens. Et l'inquiétude de la population qui n'ose pas poser des questions parce qu'ils se disent ou bien on va se faire traiter un petit peu de ringard, ou bien on ne sait pas trop parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais il y a un énorme point d'interrogation sur ce projet de loi parce que les gens sont inquiets. Alors ils sont d'abord inquiets sur la notion de mariage parce que je crois que globalement, dans un pays comme la France, et le président en France et le président Renard vient de le rappeler, je crois que c'est une institution qui date de toujours, quelles étaient les figures, et par conséquent, beaucoup de gens se demandent pourquoi brusquement on se trouve devant une question qui est posée au pays, alors que tout marchait bien avant, même s'il y a toujours eu des difficultés, on ne va pas se compliquer l'existence avec ça. Mais c'est ça la grande question, et c'est pour ça que j'ai écrit une lettre au président de la République au mois de novembre, pour lui dire, mais Monsieur le Président, je crois que vous vous trompiez, que vous commettez une erreur et que vous commettez une faute. Une erreur parce que c'est effectivement le mariage qui emmène la famille, qui crée la famille, et puis ensuite avec les enfants, qui est enfant adopté ou pas adopté, c'est quelque chose, je crois, qui est complètement dans notre société et que c'est quand même malheureux de remettre tout en cause alors qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'inquiétudes pour un tas de raisons chez nos concitoyens que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis une faute parce que je crains qu'effectivement avec cette loi, on sent déjà qu'il y a une sorte de points d'interrogation sur l'avenir en disant mais si on déclenche ceci, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et je crois que ça a été abordé là aussi. Et pour être très direct, il y a 10 jours, je vois un de mes concitoyens qui est un maghrébin d'origine, je ne sais pas s'il est marocain ou algérien, qui est venu vers moi et qui me dit mais monsieur le maire, est-ce que
est-ce qu'avec la nouvelle loi, là, je vais pouvoir faire venir ma deuxième femme et me marier en France ? Je n'ai pas su répondre, je ne crois pas pour l'instant en tout cas, mais c'est vous dire à quel point petit à petit il y a des empiètements qui vont se faire, parce que après tout on peut se dire maintenant tout est permis et tout devient facile, il suffit de faire un peu pression. Et je ne pense pas que la pression qui est exercée actuellement sur cette notion de mariage des homosexuels soit une pression majoritaire. Je pense qu'elle est minoritaire et qu'il faut respecter évidemment cette demande, mais qu'elle peut se traduire par des solutions, je crois, beaucoup plus adaptées à la situation. Et pour terminer, je crains encore qu'on soit, vous savez, dans cette situation des schlitters dans les Vosges qui transportaient le bois en retenant un chariot qui glisse sur des rails en bois. Eh bien, il suffit, c'était bien connu, il suffisait du moindre petit dérapage pour que tout éclate et tout s'effondre. Eh bien, je crois qu'on est parti pour ça. En tout cas, je le crains beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, un des deux, peut-être, pour 1 ou 2 minutes. Alors, très rapide, alors, Monsieur le Président. Alors, moi, peut-être, en conclusion de cette réunion, c'est se dire, on est devant une difficulté considérable qui, pour les familles et notamment pour l'enfant, qui s'ouvre devant nous. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul, il n'y a pas réellement eu d'enquête, de travaux qui sont dignes de foi et qui sont scientifiquement reconnus. Et donc, ouvrir aujourd'hui, non pas le mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il est bien entendu que, et tout le monde est d'accord, pour l'évolution du Pacs vers un contrat d'union civile, etc. Mais ouvrir l'adoption nous semble, et semble à une majorité de la population, extrêmement dommageable et dangereux. On ne sait pas où on va. Et donc il serait sage de réfléchir, de prendre du temps, et peut-être de se donner quelques années avant d'avoir des études qui soient diligentées par l'État ou par des universités, avant vraiment d'avoir des données qui soient dignes de considération. Je voulais simplement quand même noter 2 choses. La première, c'est 3 questions. La première, en Belgique, la loi a été votée il y a maintenant une dizaine d'années. Regardez bien les chiffres, car il n'y a pratiquement aucune adoption pour les couples de même sexe depuis 2001 ou 2002, depuis que la loi est passée, quasiment aucune. Pourquoi? Parce que du moment où nous allons, si nous votons cette loi, du moment où nous allons l'adopter, nous sommes au banc de la communauté internationale par rapport à l'adoption. C'est-à-dire que la plupart des pays vont refuser de donner à l'adoption des enfants en France. Ce qui fait que vous allez créer automatiquement, c'est un mensonge d'État, je dirais presque. C'est-à-dire que vous allez dire à certains couples, vous avez droit aux enfants, mais vous ne pouvez pas en adopter. Vous avez 6 000 adoptions par an aujourd'hui, vous avez 30 000 couples hommes-femmes qui demandent l'adoption. Il y a un delta déjà de 24 000 couples. Demain, comment vous allez faire avec un couple homme-homme, un couple femme-femme et un couple homme-femme? À qui va-t-on donner l'enfant? Vous allez créer en plus, à ce moment-là, des problèmes de conscience. Quelle est la commission? Comment va se faire l'arbitrage? Sachant qu'aujourd'hui, quand vous avez des couples qui se séparent, 90% des enfants sont confiés à la femme, jamais à l'homme. Donc l'homme va dire il y a discrimination. Et les couples homme-homme vont dire discrimination. Donc en ce qui concerne l'adoption, c'est déjà, à notre sens, aujourd'hui une aberration. Donc il est clair que ça ouvre demain, bien entendu, l'obligation de la GPA et de la marchandisation de l'enfant pour pouvoir permettre l'égalité pour tous et pour ces couples-là. Donc je pense que c'est très tôt, on pense que c'est trop tôt et qu'il y a nécessité de réfléchir et de ne pas voter une loi rapidement qui n'a pas été décidée par l'ensemble. Si le président Hollande a été élu, c'est pas sur la proposition 31, c'est sur d'autres faits. Et donc il est clair qu'il serait peut-être bon d'écouter le peuple.